Hello, bienvenue dans ce 6ème épisode. Épisode de quoi? Bah le même pas peur, enfin on va parler du col de Dyatlov. Bah dis-le, les gens peuvent pas deviner. Putain, t'es de mauvais poil toi, non? D'ailleurs, en parlant de poil, on va parler d'Yeti. Meilleure balle. Super, bonne ambiance, génial. En 1959, 10 jeunes randonneurs partent en expédition au mont Otterton, à presque 2000 km au nord de Moscou. Le départ est prévu pour le 23 janvier et le retour aux alentours du 12 février. Ils démarrent leur périple avec pour chef d'équipe Igor Dyatlov. Désolé à mes amis russes pour mon accent horrible. T'as des amis russes? Bah oui. Le 27 janvier, l'un des membres de l'équipe, Yuri Yudin, rebrousse chemin suite à une maladie et abandonne donc ses amis dans les montagnes de l'Oural. Le 20 février, n'ayant aucune nouvelle d'eux, une équipe de secours part à leur recherche. C'est seulement le 26 février qu'ils découvrent un camp abandonné près de... Voilà, dit la montagne de la mort. Vaut mieux pas que je prononce. Super. La tente est effondrée, déchirée, et il reste de nombreuses affaires, dont des vêtements et de la nourriture, comme si les occupants étaient partis précipitamment. Les secours repèrent des traces de pas au sol et décident donc de les suivre. À 1,5 km du campement, ils retrouvent 2 corps sous un grand arbre. Il s'agit de 2 des randonneurs, Krivonichenko et Doroshenko. Tous les deux ont étrangement une peau colorée orange, des cheveux grisâtres, des brûlures sous les mains, des traces radioactives et sont étendus à côté des restes d'un feu de camp. À 300 mètres, c'est le corps du chef d'équipe, Igor Dyatlov, qui est retrouvé sur le dos avec une branche à la main. À 150 mètres de lui, les corps de Slobodin et Golmogorova sont découverts. Les médecins déterminent que la cause de leur mort est l'hypothermie. Mais Slobodin présente une fracture crânienne, ce qui est un peu étrange. 2 mois plus tard, ils retrouvent les 4 autres dans une ravine dans des conditions perturbantes. En effet, globe oculaire arraché, fracture crânienne, côte brisée et langue arrachée. Ils ont tous les 4 succombé d'une mort violente. Se sont-ils fait attaquer? Si oui, par qui ou par quoi? De nombreuses hypothèses essayent de justifier leur mort. Voyons d'abord celle des enquêteurs. Les randonneurs se seraient fait attaquer par une tribu nomade appelée Mansi en rentrant dans leur endroit sacré. La piste est écartée car les Mansi sont en très bons termes avec l'État soviétique et ont même participé aux efforts de recherche. Et ils se trouvent à 100 km à l'est de la montagne de la mort et ne s'aventurent jamais en période hivernale. Ils pensent donc à une attaque de bandits. Seulement, aucune trace à part celle des randonneurs n'ont été découvertes. Le médecin légiste explique que les enfoncements thoraciques de 2 des corps ne peuvent pas être causés par un humain et équivaut à la force d'un violent choc frontal qu'on peut subir dans un accident de voiture. La mort officielle des 4 derniers est mort d'une force irrésistible inconnue. En interrogeant les villages voisins, les enquêteurs obtiennent des témoignages troublants. De nombreuses personnes auraient vu de mystérieuses boules lumineuses oranges flotter dans les airs. Après cette révélation, l'affaire est étrangement fermée et classée confidentielle. C'est ainsi que des théories du complot ont émergé. L'armée soviétique y serait pour quelque chose et aurait classé l'affaire pour se protéger, et il serait responsable des traces radioactives sur le site du campement. Sauf que, aucune autre empreinte que celle des randonneurs n'a été trouvée, la base militaire la plus proche se trouvait à plus de 600 km du mont... La radioactivité provient d'un incident nucléaire en 1958 dans une centrale à Sverdlovsk qui a entraîné la fuite d'un nuage radioactif sur la région. Et qu'en est-il des sphères lumineuses? Certains pensent à l'apparition d'ovnis. Une photo prise par Dyatlov montrerait justement l'une de ces fameuses sphères plongeant vers le sol. Ou le mec a juste voulu faire un truc abstrait, un truc stylé quoi. Il y a encore 2 autres théories, je garde la meilleure pour la fin, si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Pas content! Pas content! Les randonneurs seraient morts d'une cause naturelle, plus exactement par une coulée de neige. En effet, ils seraient sortis dehors à la hâte et se seraient réfugiés dans les bois. Un des randonneurs se serait fracturé le crâne en tombant d'un arbre où il tentait de récupérer des branches pour faire un feu. Les autres auraient tenté de retourner à la tente pour chercher des habits et de la nourriture, mais se seraient égarés et seraient tombés dans une ravine, ce qui expliquerait les côtes cassées et la fracture du crâne de l'un d'eux. Les derniers auraient tenté d'alimenter le feu tant bien que mal, mais seraient morts d'hypothermie. On peut dire que cette théorie paraît la plus probable, seulement certains faits posent quelques problèmes. Il y a 0 trace d'une coulée de neige, et le campement était sur une zone sécurisée où il est peu probable qu'une avalanche ou une coulée de neige importante ait pu se produire et faire fuir les randonneurs. Enfin, vous l'attendiez tous. Ou pas? Donc je disais, vous l'attendiez tous, même Lucas, la théorie du Yeti. Oui, je parle bien de l'abominable homme des neiges. Cette fameuse créature poilue que tout le monde croit avoir vue et dont l'existence n'a jamais été réellement prouvée. L'existence du Yeti est un sujet pris au sérieux par certains scientifiques, ils pensent même qu'ils vivent au nord de l'Oural. Une photo prise par Dyatlov montre une silhouette étrange qui ne fait pas l'unanimité chez certains. C'est un Yeti.
Ce serait donc une preuve qu'ils existent. C'est vrai que cette photo intrigue. Est-ce qu'ils se seraient donc fait attaquer par une créature? Ludmilla, dans son journal de bord, a écrit « On sait à présent que les hommes des neiges existent », ce qui prouverait donc qu'ils ont bien vu quelque chose. Si c'était un Yeti, c'est vrai que ça expliquerait pourquoi Ludmilla s'est fait arracher la langue lorsqu'elle était vivante, et ça expliquerait aussi la mort violente des autres randonneurs. Cependant, où sont alors les traces de pas de la bête, ou les traces de griffes? Rien ne démontre que l'abominable homme des neiges ait fait ça. Je préviens, le premier qui me chante Lio, je le tue. C'est le cerf, l'abominable homme des neiges. Une autre question se pose. Pourquoi sont-ils partis précipitamment? Qu'est-ce qui les a fait fuir? La tente a été retrouvée déchirée de l'intérieur. Les enquêteurs, en analysant les formes des déchirures, en ont conclu qu'ils auraient d'abord coupé des petites entailles au sommet de la tente, comme pour observer quelque chose à l'extérieur. Puis, dans un mouvement de panique, ils auraient coupé toute la tente pour pouvoir s'échapper plus rapidement. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu? De quoi ont-ils eu peur? Était-ce une coulée de neige, des boules lumineuses ou un Yeti? On ne sait malheureusement toujours pas. Pour vouloir détruire leur tente sous une tempête de neige, c'est vraiment qu'ils étaient désespérés. Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez votre théorie en commentaire et je vous dis à la prochaine fois. Même pas peur.